Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flatte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles, et nous sommes très heureux de vous retrouver dans Inspiré de faits réels, car non, cette émission n'est pas morte. Nous vous avions promis qu'elle reviendrait un jour, et c'est désormais chose faite. Nous voilà de retour ce soir pour ouvrir avec vous la 2e saison de notre podcast. Allez, ça nous fait très plaisir et pour cette 2e saison, nous avons changé quelques éléments. Vous avez sans doute remarqué que notre générique est nouveau, qu'on a une nouvelle jaquette, mais que c'est pas tout. Nous allons conserver le même goût, évidemment, pour les terrifiantes histoires vraies, ou en tout cas celles qu'on nous présente comme telles, mais on a décidé cette fois d'aller un petit peu plus loin. On a eu envie en fait d'élargir notre spectre et de nous intéresser, dans certains numéros de cette formule, non pas seulement à des films strictement inspirés d'événements ou de faits réels, comme on le faisait, même si on s'écartait déjà un petit peu des fois de cette formule-là dans la première saison, mais aussi à des films qui puisent davantage dans des folklores et des imaginaires de divers endroits du monde. Ça nous permet aussi d'aborder les films qui empruntent aux contes et légendes et pas forcément seulement aux faits réels. Donc cette nouvelle formule continuera de parler du film, et du travail cinématographique autour de ces histoires, mais aussi de revenir sur une histoire mystérieuse. Et c'est ce que nous allons faire dès aujourd'hui avec La Malédiction de la Dame Blanche, un film de Michael Chavez, sorti le 17 avril 2019 au cinéma. Alors non, on va pas vous parler ce soir d'une dame blanche qui hante comme ça les couloirs alambiqués d'un château le soir. Non, on va plutôt vous parler d'autre chose, non plus d'une autostoppeuse fantôme, vous auriez pu penser La Malédiction de la Dame Blanche à une autostoppeuse fantôme. Eh bien non, car la traduction française du titre est trompeuse. En fait, en anglais, le film de Michael Chavez s'intitule The Curse of La Llorona, et cela n'a pas grand chose à voir avec la Dame Blanche telle que nous, on la connaît en France. La Llorona est une figure majeure du folklore mexicain. Différentes versions de sa légende existent et chaque année, certains prétendent la rencontrer. On recense notamment des apparitions supposées du fantôme dans les rues de Mexico. Ses origines remontent au XVIe siècle et à la conquête espagnole, mais elle a traversé le temps, devenant pour certains un symbole des horreurs de la colonisation. Un simple roque-mitaine aussi, pour d'autres, on le verra. Cette figure, à la fois triste et effrayante, est célèbre à travers plusieurs pays d'Amérique latine. Alors sortez vos mouchoirs et restez chez vous cette nuit, car vous pourriez croiser le chemin de la Llorona, dont les plaintes résonnent dans les rues de Mexico. Dans une vidéo publiée sur YouTube en septembre 2016, plusieurs enregistrements de vidéosurveillance captent une forme interprétée par l'auteur de la publication comme la Llorona. La vidéo met en scène, à 2h20 précise du matin, l'avenue Paseo de la Reforma à Mexico. Tout semble calme lorsqu'une voiture surgit dans le cadre et, alors qu'elle s'approche rapidement d'un carrefour, traverse une ombre de forme humaine. Il n'y restera pas longtemps, envolé, disparu dans l'air chaud de cette fin d'été. Lorsque les images capturées par la vidéosurveillance sont mises en ligne, c'est l'effroi qui gagne les internautes mexicains. La vidéo fera des dizaines de milliers de vues en quelques heures, et lorsqu'elle est partagée par le quotidien El Diario, les spectateurs s'emballent. Ce n'est pas une, mais 4 caméras de vidéosurveillance qui ont enregistré l'étrange apparition et l'effrayante disparition. La Llorona, c'est la femme qui pleure. Son histoire circule largement au Mexique et il en existe de nombreuses variantes. Une des plus populaires raconte qu'il y a très longtemps, une femme autochtone a eu une relation amoureuse avec un colon espagnol. Ils eurent 3 enfants hors mariage, que la femme aimait plus que tout au monde. Lorsqu'elle demanda au père de ses enfants de l'épouser, celui-ci refusa, ne voulant être associé à une femme d'un rang social si faible. Quelque temps plus tard, l'homme épousa une riche espagnole de bonne famille. Folle de rage, au comble du désespoir, la mère noya alors ses 3 enfants dans une rivière avant de se suicider. Depuis ce jour, on entendrait à la nuit tombée, en se baladant au bord de l'eau, ses plaintes douloureuses et ses longs sanglots. La légende de la Llorona a beaucoup évolué au fil du temps et des interprétations artistiques. Mélanie Roche, docteur en lettres et civilisation hispanique de l'université de Rennes, a compilé plusieurs versions pour la revue en ligne Babel. Elle raconte, je cite, que dans certains récits, la Llorona assiste au mariage de son amant couverte d'un voile noir. À son retour, furieuse, elle noie ses 3 enfants avant de se suicider. Dieu l'avertit alors qu'elle ne pourra entrer au paradis que si elle retrouve les âmes noyées de ses enfants.
Depuis, son fantôme erre en se lamentant dans les chemins et au bord des rivières. Une variation plus récente, notamment recensée par la philologue Antonia Domínguez Minguella, veut que la Llorona soit une mère égoïste ayant tué ses enfants pour vivre sans contrainte. Comme le précise Mélanie Roche, je cite, « On la compare aux âmes en peine, en attente de salut, conformément à la tradition catholique. Elle devient même une sorte de croque-mitaine puisque, je cite encore, « Certains parents n'hésitent pas à menacer leurs enfants. S'ils se comportent mal, la Llorona viendra les chercher. » Au-delà de la simple légende servant à faire rentrer les enfants dans le rang, la Llorona est profondément ancrée dans l'imaginaire sud-américain. Au Mexique, on l'a longtemps décrite comme une mère aztèque qui sacrifie ses enfants afin de leur épargner la violence d'un peuple étranger. Elle était alors une figure annonciatrice de la sanglante conquête espagnole. Les habitants des environs du lac de Texcoco, qui se trouvent aujourd'hui au centre de Mexico, auraient entendu les lamentations d'une femme aux longs cheveux noirs vêtue de blanc. Elle aurait été vue déambulant dans les rues à la recherche de ses enfants, les appelant d'un ton plaintif. Après la conquête espagnole, elle est devenue un spectre parcourant en larmes les rues de Mexico, avant de disparaître dans l'ombre aux abords du lac. La Llorona était alors le symbole d'un Mexique pleurant ses racines, arrachées par les Espagnols. Il existe des mythes similaires à la Llorona partout en Amérique latine, mais également dans d'autres cultures. On peut citer par exemple la légende de Lamia, issue de la mythologie grecque. Cette princesse a eu plusieurs enfants avec Zeus, mais son épouse Héra, folle de rage, les a tués. Depuis ce massacre, Lamia erre en peine, dévorant les enfants des autres mères. En Afrique, une autre légende décrit le vent comme une femme parcourant les rivières, à la recherche de ses enfants assassinés en poussant de longs sanglots. Mais revenons-en à cette vidéo de septembre 2016 sur l'avenue Paseo de la Reforma. La Llorona n'a pas réellement arpenté les rues de Mexico. Les images mises en ligne étaient en réalité un canular monté par une marque de bière. Le site Hoy Estado a résolu l'affaire quelques jours après la vague de commentaires effrayés. Il s'agissait d'une campagne publicitaire organisée à l'occasion du Dia de los Muertos, le jour des morts, une fête célébrée entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre au Mexique. Le brasseur mexicain avait lancé une opération qui s'appelait l'Hôtel des légendes, qui a été révélée un peu plus tard avec un vrai spot publicitaire. On pouvait y voir un hôtel hanté par des monstres classiques, un vampire, une momie ou encore une sorcière. Apparaissaient alors, avec la ferme intention de les déloger, 3 spectres du folklore mexicain. Il y avait El Charro Negro, un cavalier maudit, la Dame en rouge, qui est le fantôme vengeur d'une prostituée, et la Llorona. Dans un communiqué de presse, Victoria Beer a affirmé que cette campagne était une manière de montrer que les légendes mexicaines restent toujours aussi vivantes. Et il suffit de taper la Llorona dans YouTube pour constater que le brasseur a raison. Les vidéos censées nous montrer des apparitions de la femme qui pleure y sont très nombreuses. Bien sûr, les faux sont souvent grossiers, mais certains effets, parfois très efficaces, contribuent à entretenir la légende et à la faire entrer dans l'ère moderne. La Llorona reste aujourd'hui une figure importante du folklore mexicain. Le cinéma sud-américain l'a mise à l'honneur à de nombreuses reprises entre les années 1930 et le début des années 2000. D'abord véhicule d'une morale catholique visant à réduire les femmes à leur rôle d'épouse ou de mère, elle s'est vue réinterprétée dans des œuvres féministes depuis le début des années 1980. Symbole d'une femme souhaitant s'extraire d'une société patriarcale ou représentante d'une identité transfrontalière complexe entre les États-Unis et le Mexique, sa popularité a, de fait, traversé les frontières. Dans le film d'animation américain Coco, Mama Imelda, l'arrière-arrière-grand-mère de Miguel, chante dans le monde des morts une chanson sur la Llorona. Il s'agit d'une variation de la chanson traditionnelle, romancée et romantique, née à la fin du XIXe siècle. Résistant à l'épreuve du temps, la Llorona a été référencée dans les séries Grimm et From Dusk Till Dawn. Elle est aussi une des stars des soirées d'Halloween d'Universal Studios et continue encore et toujours à faire entendre ses plaintes terrifiantes. Sa dernière apparition dans La malédiction de la Dame Blanche de Michael Chavez est notre film du jour. Mais alors du coup, qu'en est-il du film ? Qu'en est-il de la Dame Blanche ? On vous a raconté un petit peu l'histoire et la circulation surtout de la légende et son ampleur, même dans des productions publicitaires actuelles. Maintenant on passe au film et avant de se diriger vers le full spoil, pourrait-on dire, on va introduire gentiment, en identifiant un peu les personnages responsables de ce film et en contextualisant un peu ce chef-d'œuvre dont on va vous parler. Tu fais bien de prévenir dès le début, effectivement ça va être 100% spoil. Alors je crois qu'au moment où on sort cet épisode, il est potentiellement toujours au cinéma. Dans des salles. Mais là, dans la première partie, on spoil pas, on résume. D'ailleurs, je vais le faire. Et après, faudra partir si vous voulez pas spoiler. Faudra partir, voilà. Le film, du coup, débute sur une courte scène
qui se déroule, si je dis pas de bêtises, au XVIIe siècle. Il y a un petit encart, un petit panneau qui nous l'indique. On y voit une famille, d'abord heureuse, une famille donc on suppose mexicaine. Hein. Puis on voit, d'abord la famille est heureuse et le plan d'après, la mère, très énervée, noie ses enfants dans une rivière. Saut de 3 siècles, pour se retrouver en 1973 à Los Angeles. On va suivre une famille donc composée de Anna Garcia, si je ne dis pas de bêtises, assistante sociale et ses 2 enfants. Un jour, Anna se voit dans l'obligation de séparer une mère de ses enfants dans le cadre de son travail, parce qu'elle considère qu'il y a maltraitance, et à partir de là, ses propres enfants vont être attaqués par des forces étranges. Peut-être que la mère accusée de maltraitance essayait de protéger ses enfants contre quelque chose. N'est-ce pas ? C'est très bien résumé. C'est bien, ouais, ça va, c'est bien résumé. Bon, après, il y a ça, c'est le pitch de départ. Hein. Il y aura évidemment d'autres retournements de situation. Mais donc, The Curse of La Llorona, traduit Malédiction de la Dame Blanche en français, c'est le 6e film de l'univers cinématographique débuté avec The Conjuring, donc le Conjuringverse, et poursuivi par la série des Annabelle et La Nonne, plus récemment, que je n'ai pas vu. Je sais que tu l'as vu. Qui était extrêmement mauvais. Tu m'avais déconseillé. Je ne le conseille à personne. Même en film du dimanche soir pluvieux, non, même c'est pas la peine. C'est très très mauvais, La Nonne. Il n'y a pas eu un film aussi mauvais dans le Conjuringverse depuis Annabelle 1. Et non, on a déjà eu cette discussion. Oui, les 15 premières minutes d'Annabelle 1 sont très réussies. Je suis d'accord. Mais l'introduction si tu veux, 1 est très La réussie. Nonne, c'est pire que le reste d'Annabelle. D'accord. Oui, c'est donc voilà, pour ça donc que je ne regardez pas La Nonne, c'est très mauvais. Et donc The Curse of La Llorona, comme Annabelle, intègre des éléments de folklore existants, hein, puisque comme Annabelle, on part d'une histoire un peu folklorique, un peu inspirée de faits, alors qui ne sont pas forcément réels, mais qui sont des éléments de mythologie. De folklore, on dira. De folklore, ouais. Film qui a un tout petit budget, je vais vérifier, 9 millions de dollars. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, j'étais assez étonné. Réalisé on comprend par, mieux certains effets spéciaux. Ouais, du coup, ouais, voilà, on comprend mieux certaines choses. Réalisé par Michael Chavez, qu'on connaît pas trop, n'est-ce pas, Mathias ? Oui, on le connaît pas trop, mais en fait, on le connaît pas trop parce que c'est son premier long métrage surtout. Ouais. Michael Chavez, La Malédiction de la Dame Blanche est son premier long métrage. Il sortira bientôt The Conjuring 3, excusez-moi du peu, quand même. Ouais. C'est lui qui réalisera le prochain Conjuring. Ouais. Et en fait, en 2016, il avait sorti un court métrage qui s'appelait The Maiden, qui avait attiré l'attention de la critique, mais aussi surtout de James Wan. Et il se trouve que c'est James Wan qui a produit La Llorona. Ouais, c'est le patron du Conjuringverse. Exactement, c'est lui qui l'a initié avec The Conjuring. C'est lui qui gère ce qu'on met dans le cahier des charges. C'est lui et son pote de longue date, Gary Doberman, dont on parlera peut-être un jour, qui est le scénariste des plus mauvais films du Conjuringverse, qui est producteur et qui est producteur de tout. Exactement. Alors The Maiden, qui est donc en fait la première fois qu'on a entendu parler de Michael Chavez finalement, c'est pas dingo, mais c'est très Conjuring Insidious dans le délire, c'est assez friendly, ça ressemble un petit peu à cet univers-là. On a les visuels et les plans larges, le design du monstre qui évoque bien des Conjuring, le thème de la maison hantée, la solitude du personnage féminin face au monstre aussi, ça c'est des éléments qu'on retrouve souvent dans le Conjuringverse et qu'on retrouve dans The Maiden. Il y a quelques séquences assez fortes, notamment une avec un seau. Vous verrez, le court-métrage est disponible. Un seau de... Ah oui, d'accord, un seau d'eau. Okay. Ouais, vous verrez, la chute aussi du court-métrage est assez maligne, je trouve. Mais il est disponible en ligne, gratuitement. Donc si vous voulez le regarder, je vous y invite. Ça dure que quelques minutes et c'est plutôt agréable. En tout cas, c'était prometteur. Et d'ailleurs, on trouve 2 références à ce court-métrage dans La Llorona. Notamment une scène où une gamine se fait attirer brusquement. Et aussi cet élément cet artefact, un collier ancien qu'on retrouve aussi dans The Maiden, c'est 2 choses si on peut faire des parallèles entre The Maiden et La Llorona, c'est ces 2 éléments-là. En fait, Michael Chavez, il a une trajectoire qui est un peu similaire à celle de David Sandberg, je sais pas si tu te souviens de lui, c'est le mec qui a réalisé Lights Out. Ouais, en effet, ouais. Donc que tu n'avais pas du tout aimé, mais que moi je trouvais ok. Pas du tout. Voilà. Le court-métrage fonctionnait en tant que tel et il a été étiré sur la durée d'un long-métrage et il y avait 3 scènes chouettes. Ouais, c'est ça, ouais. Le film était pas très très bon, le long-métrage. Il y avait une scène que j'ai adorée avec la lumière rouge qui est vraiment excellente. Et sinon, c'est vrai que le reste du film est pas dingo, Lights Out. En fait, David Sandberg avait réalisé donc ce court-métrage-là. James Wan l'avait repéré et lui avait produit la version long-métrage, donc Dans le Noir, qui est sorti en France. Et il lui avait ensuite confié la réalisation d'Annabelle 2, que j'avais trouvé plutôt pas mal, la création du mal,
qui est quand même largement mieux que le 1, mais c'était pas difficile, mais qui est quand même plutôt agréable à regarder. En fait, James Wan, il a 2 méthodes de recrutement pour le Conjuringverse. Soit il repère des jeunes réalisateurs, donc c'était le cas pour Sandberg, et c'était plutôt une bonne pioche, on va dire, et on verra plus tard pour Chavez. Ouais. Ou alors confier des projets à ses chefs-op, ce qu'il fait souvent. Ouais, c'est le fait. Ouais, Et c'est souvent une catastrophe, notamment pour La Nonne et pour Annabelle de John R. Leonetti, qui sont les 2 pires films du Conjuringverse. Là, c'était, voilà, il avait confié la réalisation à ses chefs-op, ce qui n'était pas un très bon move. Et Michael Chavez, enfin, c'est aussi le mec qui a réalisé un clip que j'aime beaucoup. On entend beaucoup parler de la chanteuse Billie Eilish. Et en fait, le clip de Bury a Friend, qui a beaucoup de trouvailles visuelles, a été réalisé par Michael Chavez. Donc il a fait ça, je crois, à peu près en même temps en fait, que La Malédiction de la Dame Blanche. Du coup, il a mis toutes ses bonnes idées dans le clip. C'est Alors, pour ça qu'il n'y en a plus dans La Dame Blanche. En fait, j'avais beaucoup d'attentes après avoir vu le clip, parce que je me suis dit, quand même, ce mec arrive à faire des visuels qui sont forts. Je me disais, peut-être qu'on va les retrouver dans le film. Pas trop, mais on en parlera tout à l'heure de ça. C'est tenir la longueur, la narration de tout un film qui a un challenge dans ce cas-là. Du coup, Gary Doberman, producteur, ici, dans le cas de Curse of La Llorona, qui bosse aussi énormément, comme on l'a dit, avec James Wan, puisque c'est lui qui avait scénarisé aussi Annabelle 2, et je crois qu'il a scénarisé aussi La Nonne, et c'est lui qui a bossé, qui a écrit pour It en 2017. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que tu peux dire qu'à peu près tous les problèmes de scénario qu'il y a dans ça viennent probablement de lui, parce que ce mec n'arrive pas à écrire un film. C'est quand même, c'est triste. Hein. C'est compliqué, ouais. Et pourtant, on lui confie toujours des grosses machines. C'est ça qui est fou. Moi, je me souviens, on avait fait un inspiré de Ferrell sur Freddy. On avait parlé du remake. Le remake était tellement mal écrit. Ouais. Et bien, qui était au scénario du remake de Freddy? Gary Doberman. Ouais. Et ça me fait très peur pour Annabelle 3, parce qu'en fait, Annabelle 2, ils avaient réussi un petit peu à remonter la pente. Annabelle 3 sera écrit et réalisé par Gary Doberman. Donc on peut s'attendre au pire. Là, en l'occurrence, La Malédiction de la Dame Blanche, The Curse of La Llorona, c'est difficile, on reviendra après dessus sur les rapports entre Dame Blanche et Llorona rapidement, mais bon, la traduction est un peu malheureuse. En l'occurrence, le film ici, il est écrit par Mickey Daughtry et Tobias Laconis, et là encore, il s'agit de leur premier long métrage. Et je crois qu'ils sont bossés sur un film qui est sorti il y a peu de temps, mais qui a pas eu de grosse distribution en dehors des US. Donc ça fait plein de gens dont c'est le premier long métrage, sauf pour le compositeur de la BO, qui est Joseph Bichara, puisqu'il a officié sur l'intégralité des films du Conjuringverse, et même les autres films de James Wan. Moi j'aimais les violons désaccordés, dissonants de Insidious, c'était lui, donc j'avais bien aimé. D'ailleurs, anecdote inutile mais rigolote, il joue presque systématiquement tous les démons dans les films de James Wan. C'était lui le démon rouge, c'est le compositeur de la BO. Ouais, la tête rouge, c'est lui dans Insidious. Il joue tout plein de démons, d'apparitions démoniaques dans les films de James Wan. Ensuite, casting, et on en aura fini avec cette petite introduction fiche technique. Linda Cardellini, donc, qui est l'actrice principale, Anna Garcia, incarne Anna Garcia. On l'a vu récemment, et je le cite parce que je l'ai vu dans 3 films cette année, en 2019 déjà. On n'est qu'à la moitié de 2019 et j'ai déjà vu dans 3 films. Green Book, où elle joue la femme de Viggo Mortensen, que j'avais plutôt bien aimé. C'est un film qui traite de racisme avec le fabuleux, le très grand, l'immense Mahershala Ali, dont je suis complètement amoureux. Et surtout, c'est, dans un autre registre, c'est Madame Barton dans Avengers. Mais oui, je me disais, c'est Madame Barton, elle est dans le MCU, puisque c'est la femme de Hawkeye. Et on la voit dans l'ère d'Ultron, on la voit dans je viens de voir Endgame, je suis allé le voir hier matin. Je ne dis rien sur Avengers Endgame, mais par contre, évidemment. Oui, je m'étais dit, c'est marrant, la femme de Hawkeye, elle me dit quelque chose. Eh bien, c'était pour ça. Merci. Et ouais, exactement. À partir de là, je pense qu'on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le film. Et j'ai un petit fun fact juste sur Linda Cardellini. Je sais pas si tu le savais. Toujours sur ce côté, elle me dit quelque chose. Et bien en fait, elle a joué Velma dans les films Scooby-Doo. Les films live action de Scooby-Doo, elle joue Velma. Je les ai vus en plus. Ce qui est assez drôle parce qu'à un moment dans Curse of La Llorona, il y a sa gamine qui regarde un épisode de Scooby-Doo justement. Et je pense que c'est fait exprès, c'est un petit clin d'œil au fait qu'elle ait joué dedans. Donc là, ça m'avait fait marrer. Marrant. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut dire qu'on va full spoil, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le film. Et donc si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler The Curse of La Llorona, c'est le moment de mettre en pause ce podcast, d'aller ou pas dans votre cinéma le plus proche. Et donc Mathias, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ? Tu veux commencer par quoi ? Est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu n'as pas aimé ?
On va commencer par ce que j'ai aimé peut-être. Ouais. Qu'est-ce que j'ai globalement plutôt bien aimé ce film. Toi, je sais que c'est un peu moins ton cas. Ouais, c'est pas mon cas. Je te le dis tout de Globalement, Spoiler globalement alert. j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un film qui est très oubliable. Hein. Je te l'avais dit à la sortie, parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas allé voir un film d'horreur ensemble. Ensemble, On ouais, allait c'est le voir vrai, tous les ouais. deux. Et quand on avait discuté à la sortie du cinéma, je t'avais dit que oui, c'est un bon film du dimanche soir. Il n'y a pas de grande saveur à ce film. C'est un produit. C'est un produit bien calibré. Ce ne sera pas une œuvre marquante en C'est un aucun produit cas. calibré. C'est ça, c'est un produit calibré. Bien calibré, je sais pas, mais calibré. Voilà. Qui a rien de plus à offrir finalement que sa bande-annonce. C'est-à-dire que si tu regardes sa bande-annonce, la promesse qu'il y a dedans, c'est ce que tu vas avoir dans le film, effectivement. Ouais. Tu vas avoir un petit train fantôme d'une heure et demie, plutôt pas trop désagréable à regarder. Tu sais que tu vas pas avoir peur, mais que tu vas sursauter. Et finalement, il n'y a rien de plus, effectivement, quand tu le regardes. Je trouvais que le casting était plutôt bon, même les enfants, ce qui est assez rare pour être souligné. Souvent, les enfants, c'est un peu difficile dans ce genre de film. Là, je trouve qu'ils jouent bien. Donc ça, c'était très bien. Il y a quelques scènes aussi que j'ai retenues quand même. Notamment la scène du bain, que j'ai trouvé plutôt réussie. Donc c'est une scène où, en fait, il y a un setup payoff, comme on dit au cinéma. C'est-à-dire que tu le vois une première fois, la gamine qui est dans son bain, et donc sa mère lui lave les cheveux dans le bain. Et un petit peu plus tard dans le film, ça revient, la gamine est dans le bain, sauf que là, ce n'est pas sa mère qui lui touche les cheveux, ce sont les mains avec les ongles dégueulasses et à moitié cassés de la Llorona qui sont là et qui vont la noyer. Je trouve que justement, cette double scène qui est construite en miroir est quand même plutôt réussie. Et surtout, grosse surprise, j'avoue, je m'attendais vraiment à rien en allant voir le film, je me disais, bon, ça va pas être génial. Et par contre, la scène de l'attaque de la voiture, qui intervient à peu près dans la première partie du film, dans le premier tiers du film. La première partie se tient un peu mieux que la deuxième, je trouve. Je l'ai trouvé très réussi. C'est la première scène d'attaque en fait de la Llorona, et je la trouve très réussie. Il y a toute une montée en tension dans cette scène qui est hyper bien exécutée, avec la Llorona donc, qui essaye d'attaquer la voiture dans laquelle se trouvent les deux enfants. D'ailleurs, on ne sait pas à ce moment-là s'il y a qu'un seul des deux enfants ou les deux qui la voient, c'est pas très très clair, parce qu'il y a plusieurs plans de coupe sur la petite sœur qui se demande ce qu'est en train de faire son frère, parce qu'il y a que le frère qui a vu la Llorona au début. Ouais, les portes, Donc, elles s'ouvrent, tout s'ouvre tout seul en fait. On voit voilà. pas trop la Llorona en action à ce moment-là. Exactement, il y a juste un moment où on la voit dans un screamer de sa race qui te fait sursauter. C'est un des problèmes. Et malheureusement, ouais. c'est le problème du film, et je pense que tu as beaucoup parlé de ça toi, parce que ça t'a vraiment gêné, c'est le fait que ce n'est qu'un train fantôme avec une succession de jumpscares en fait. Il n'y a jamais la volonté de créer un sentiment d'horreur ou de terreur ou d'épouvante tout le long du film, c'est uniquement du jumpscare, c'est que du sursaut. Exactement. Je vais commencer par les trucs que j'ai bien aimés quand même, parce qu'après j'ai une liste aussi un peu plus longue de ce que j'ai pas aimé. Mais grosso modo, j'ai apprécié que Michael Chavez essaie de s'éloigner un petit peu quand même de la réalisation à la James Wan. Grosso modo, c'est moi je le vois toujours quand on me dit James Wan, je vois alors je vois pas Fast and Furious et ces films-là parce que bon, il est forcément davantage bridé qu'à d'autres endroits. Dans ces films d'horreur, j'aime bien les plans un peu larges où il y a une menace comme ça qui peut venir de différents endroits. C'est des trucs que j'apprécie pas mal, c'est des trucs qui moi me fonctionnent sur moi, ça met un petit peu en tension. Là, il s'en éloigne, donc on n'a pas ça, on n'a pas les plans, on a des plans plus resserrés dans les endroits exigu. Mais il reprend quand même quelques motifs, notamment quand la Dame Blanche apparaît derrière un rideau dans la chambre de la petite fille, qui renvoie à ce qui s'est passé notamment dans Insidious. Il y a ce type d'effet-là dans Insidious. Sinon, je trouve que la première partie se tient un peu mieux que la deuxième. La première partie, toute la montée où il y a, on va dire, Anna qui est vraiment assistante sociale, qui essaie de comprendre ce qui arrive aux enfants et à la mère qu'elle est en train de séparer, qui comprend pas évidemment qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se joue derrière. Je trouve que ça fonctionne un peu mieux parce que tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir un retournement de situation, une compréhension, un truc comme ça. Bon, après tout ça dans la deuxième partie, c'est un peu décevant, ça se délite un petit peu. Mais j'ai bien aimé la manière dont ça se construit au début et à la base. Enfin, la première partie du film, j'étais pas non plus trop déçu. Notamment grâce à cette scène de la voiture que je trouve en effet pas mal. Sinon dans la deuxième partie non seulement ça se délite, ils essaient de raccrocher, on va dire, de donner des petits points d'accroche, genre le prêtre marginal à un moment donné. Du coup ce qui se passe c'est que il se rend compte que la Llorona c'est une entité maléfique, une entité un peu démoniaque, et Anna, la maman, va voir un prêtre qui d'ailleurs, on reviendra dessus, c'est un acteur qu'on a retrouvé dans d'autres films du Conjuringverse, et qui, ce prêtre, renvoie Anna vers quelqu'un d'autre que l'église a un peu rejeté ou que
le mec a un petit peu rejeté en tout cas. Et ça va donner une petite touche rigolote puisqu'il est joué par Raymond Cruz. À chaque fois que je le vois, je me dis que j'ai déjà vu sa tête quelque part à cet acteur. Et en effet, il a joué dans Alien Resurrection. Et donc voilà, un grand fan d'Alien. J'ai dû le voir notamment là. Mais c'est surtout, c'est Tuco Salamanca dans Breaking Bad qui a repris son rôle dans Better Call Saul. Et donc sa tête m'était pas inconnue. Et là, il joue donc quelqu'un qui s'est éloigné de la religion pour affronter les esprits dans des cas un petit peu désespérés. Et qui du coup va se retrouver à aider la famille. Ça va être, on va dire, l'absence, on reviendra dessus, mais il y a des thèmes au niveau de la famille qui tentent d'émerger dans le film. Et ça va être la touche un petit peu rigolote, puisqu'il va non seulement aider, mais en plus va lâcher 2-3 punchlines à 2-3 moments, qui sont pour moi des tentatives, on va dire, de rendre le film sympathique, qui ont pas particulièrement marché. Ce que j'ai pas aimé. Ça a marché, parce que ouais. j'allais dire, dans les trucs que j'ai bien aimé dans le film, c'est justement le fait que le mec qui les sauve à la fin soit un comic relief, c'est-à-dire qu'il est à la fois leur sauveur et à la fois c'est le ressort comique du film. Donc je trouvais ça sympa d'avoir les deux. Mais tu me diras, ça, parce que dans les films Insidious par exemple, tu as les deux débilos qui sont vraiment le ressort accompagnent comique, Elise. Mais ils accompagnent la personne qui est très forte. Ouais, ils accompagnent. C'est deux rôles différents. Et là, c'est le même rôle. Et là, c'est le même rôle. Assez amusant, c'est de faire ça pour une fois que le mec qui est drôle, en fait, c'est aussi le mec qui est super fort. Et donc, dans ce que j'ai pas aimé, c'est ce côté train fantôme. C'est-à-dire, c'est le festival du jumpscare attendu. Et le problème, en particulier, des fois, il y a des jumpscares qui peuvent me plaire dans certains films, à la limite, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, non seulement c'est pas intelligemment utilisé, mais en plus on était dans un ciné, et là j'insiste, je trouve ça vraiment particulier parce que du coup j'ai vu moi perso j'ai vu Endgame le jour de sa sortie du coup, et j'étais dans une grande salle et tout, et je me dis c'est dingue, le son de la salle, on l'a vu à l'UGC Halles, The Curse of La Llorona, était tellement fort. Je trouvais ça hallucinant, on a l'impression qu'ils augmentent le volume, je sais pas pourquoi ils font ça, mais les jumpscares, le son vraiment à chaque fois, quand ils veulent te faire sursauter, ils augmentent juste le volume, et ils te mettent une image bien flash, et au bout d'un moment ça m'a saoulé, parce que oui forcément tu sursautes quand t'as des enceintes de cinéma qui te hurlent dans les oreilles de cette manière-là, oui forcément tu sursautes. Dire, c'est même plus parce que ça fait peur, c'est juste parce que t'as mal aux oreilles. En fait c'est littéralement des screamers, c'est littéralement les screamers qu'on retrouvait sur YouTube il y a quelques années, où c'est juste il y a une personne qui s'approche de l'écran très vite, qui a la bouche déformée très grande et qui hurle, et qui te hurle vraiment dessus parce que le son est très fort. Le problème de La Llorona en plus, c'est qu'elle ressemble à ça dans le film. Ah ouais, elle ressemble vraiment à ça. C'est le même problème que j'avais avec la nonne, où en fait à chaque fois qu'on voyait la nonne, donc Valak, l'utilisation de la nonne dans Conjuring 2 était relativement subtile. Dans la nonne, elle ne fait ça donnait lieu à une très bonne scène. Ça donnait lieu à une très bonne scène. La meilleure scène de Conjuring 2 à mes yeux. Mais là, le film La Nonne, en fait, c'est juste ce fantôme-là, enfin ce démon qui hurle la bouche ouverte pendant 1 heure à chaque fois que tu le vois. C'est insupportable. Donc là, malheureusement, il y a le même souci avec ce film. Ouais. Et donc du coup, film que je trouve perso ultra conventionnel, il y a zéro prise de risque, et là, je reviens dessus parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu, pas énervé, mais bon, qui m'ont un petit peu saoulé. Sans prise de risque, du coup, tant artistique que thématique, puisque la Llorona, telle qu'elle est dépeinte dans le film de Michael Chavez, elle est très pauvre vis-à-vis de l'épaisseur de la légende et des interprétations qui en ont été faites jusque-là. Et ça, je trouve ça assez dommage. C'est un film qui, grosso modo, développe pas de thématique particulière, alors qu'il devrait et qu'il pourrait peut-être, puisque y a l'éclatement de la cellule familiale, le père qui est absent, qui est remplacé, enfin on a l'impression que Raymond Cruz fait office de figure paternelle, de substitution à un moment donné. Ça, je trouve qu'elle marche pas. En fait, la famille, je trouve qu'elle marche pas très bien. On a l'impression que c'est des entités un peu éloignées qui fonctionnent pas forcément bien ensemble. Il y a pas, donc comme je disais, pas forcément de profondeur dans ces thèmes-là. Il y a carrément des arcs narratifs qui sont abandonnés. À un moment donné, il y a la fille d'Anna qui se fait posséder. Je sais pas si tu te souviens, quand il y a une scène dans une piscine, voilà, où ça fait partie un petit peu des ressorts à la fois comiques et cool du film. C'est Raymond Cruz qui, du coup, parce que la Llorona, elle noie du coup les enfants. Donc là, le but évidemment, c'est que les enfants de Anna ne se retrouvent pas noyés. Ah, j'ai cru que tu allais parler d'autre chose. Oui. La scène dont tu vas parler là m'a fait rire. Et donc du coup, la Llorona, elle emmène la fille d'Anna dans la piscine de la maison. Et là, qu'est-ce qu'il fait le prêtre pour
la faire partir, et ben il bénit la piscine et genre toute l'eau de la piscine c'est de l'eau bénite. Et j'ai trouvé ça, mais c'est débile, mais à la limite, ok, ça c'est un petit peu drôle. Meilleur punchline du film. Vous avez maintenant une piscine remplie d'eau bénite. Oui, ça. Magnifique. Voilà, mais à la suite de quoi, du coup, la Llorona devient un peu un démon classique, mais ça va être aussi son problème, c'est qu'il la transforme en monstre au lieu de prendre un mythe et une légende, et du coup possède en partie la fille de Anna. Sauf que c'est censé amener quelque chose qui est que la fille sera attirée par la Llorona et va perdre un petit peu le contrôle de son corps et va être attirée un petit peu comme un aimant par la Llorona, chose qui est utilisée dans le film 2 minutes avant que tout le monde n'oublie ça, personne ne s'en préoccupe et que le problème se résolve par lui-même. Et ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il y a là, un moment donné où la crédulité, elle explose. Bah ouais, c'est ça, ah oui, donc en fait, on s'en fout des règles. On a établi des règles, mais on s'en fout. C'est ça, ils établissent à un moment donné une règle, et bon, ils passent outre, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc voilà, ça fait partie des arcs comme ça, qui trouvent pas du tout d'aboutissement. Ça donne pour moi, en fait, un film qui est quand même daté, c'est-à-dire qu'il parvient jamais à relever son intérêt au-delà de quelques moments flippants qu'on peut considérer réussis, et qui est daté d'autant plus que la Llorona, comme je disais, c'est quelque chose, c'est une entité qui circule, qui aujourd'hui a été réinterprétée par des auteurs féministes, qui veut dire plein de choses, qui a un potentiel de message assez fort, et qui en fait dans le film de Michael Chavez est juste utilisé et réduit à sa forme monstrueuse. Et du coup je trouve ça vraiment pauvre quoi, parce qu'il y avait une épaisseur potentielle qui aurait pu être intéressante. D'ailleurs, c'est un petit peu de ça dont on va parler tout à l'heure, hein, parce que quand on va parler de folklore et du film, malheureusement, on n'en retrouve plus grand-chose dedans. J'avais juste une dernière chose à dire sur ce qu'on a aimé ou pas, c'est plus une réflexion sur ce type de film. Tu le disais très bien, on l'a vu dans une salle de multiplex, donc au GCDA à Paris. Et évidemment, le problème, on l'a vu en journée, et évidemment, le problème s'est posé, qu'on retrouve malheureusement pour beaucoup de films d'horreur diffusés en France, le problème du comportement en salle. Moi, maintenant, pour aller voir les films d'horreur au cinéma, je vais plutôt les voir à la séance tôt le matin, des fois le dimanche, pour justement éviter de tomber sur des groupes de gens qui foutent le bordel dans la salle. Mais malheureusement, là, bon, c'est ce qui s'est passé, on a eu quelques-uns, des gens rigolaient, des gens parlaient sur le film, voilà. C'est un petit peu chiant, mais en même temps, on s'est fait une réflexion que j'ai trouvé, enfin, tu as fait une réflexion assez intéressante à la sortie du film, en se demandant si c'était pas aussi un peu voulu par les producteurs, en fait. Disons que le film n'était pas, en tous les cas, si le film n'est pas pensé aussi pensé comme ça, en fait, sur le cinéma d'horreur de cette lignée-là, on voit de plus en plus un comportement américain dans les salles. C'est assez nouveau pour nous en France. C'est ça, aux États-Unis, comme tu me l'avais expliqué, en fait, c'est comme pour un match de baseball où les gens parlent, ils gardent leur téléphone allumé, ils rient, ils mangent. Enfin voilà, et la structure du film est composée de moments actifs, là où il se passe des choses. Justement, c'est pas des comédies, mais ils rigolent. Oui, c'est ça. Ils rigolent à des moments. Il rit de déstress juste après un moment où il y a eu un sursaut. Et en fait, tu le ressens, c'est vrai, dans la structure du film La Llorona, qui est vraiment composée d'une alternance de moments actifs, c'est-à-dire où il y a des sursauts, où il y a des montées en tension, et de moments passifs, mais qu'on n'est pas obligé de suivre pour comprendre le film. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui est la clé, c'est que d'habitude, dans un film d'horreur, où tu essayes d'instaurer une ambiance, les moments un peu plus passifs, où il n'y a pas de montée en tension, où c'est entre les deux, ils sont là pour te raconter des trucs, pour t'expliquer, pour enrichir la mythologie du film, en fait, il faut vraiment les suivre pour comprendre. C'est ça. Là, en l'occurrence, pas du tout, puisqu'on est dans une démarche de train fantôme qui est juste une alternance de scènes flippantes. Donc en fait, vu qu'il n'y a pas besoin d'installer un réel climat de peur, on va juste mettre des jumpscares, et au final, ça fait une approche qui est assez foraine du cinéma d'horreur. Il y a un côté, train fantôme. Donc nous, on n'a aucune surprise, puisqu'on voit tout arriver à 1000 km. Ouais, il y a vraiment... Et contrairement à ça, tu parlais de ça tout à l'heure, là, ça raconte pas grand-chose de plus profond au-delà de ça. Là, c'est vraiment juste un pur train fantôme. Et effectivement, la structure même de ces films se prête à ce genre de comportement en salle, malheureusement. C'est davantage festif, en fait. C'est ça. C'est davantage festif. Et c'est vrai que du coup c'est vrai que ça fait bizarre parce que des fois t'as envie toi en tant que spectateur genre d'être absorbé, tu te dis est-ce que le film va me faire peur, mais en fait le film n'est déjà pas fait pour faire peur.
Il est fait pour faire sursauter à un moment donné, que les gens rigolent un bon coup après le jumpscare, et il n'y a pas d'ambiance, il peut pas y avoir d'ambiance à ce moment-là qui se met en place, mais c'est pas la faute des gens dans la salle, c'est parce que le film aussi est en grande partie construit de cette manière-là, il veut pas forcément poser d'ambiance en dehors de quelques scènes. Le problème, c'est que ça touche de plus en plus le cinéma d'horreur au global, c'est-à-dire que j'ai pu avoir ce genre de comportement aussi devant Us, le film de Jordan Peele, qui là pour le coup n'est pas du tout dans cette démarche-là, et donc c'est assez décevant en fait de voir que des gens qui sont habitués à ces films d'horreur là grand public comme la Nonne ou la Llorona vont reproduire le même type de comportement devant un autre film qui par contre ne s'y prête pas dans sa structure, et c'est là où ça devient plus dérangeant. C'est vrai que moi ça peut énormément me déranger quand je regarde des films d'horreur comme Us d'avoir un comportement désagréable en salle. En revanche c'est vrai que là sur la Nonne, sur la Llorona, ça m'a moins dérangé que d'habitude parce que justement j'ai senti que le film attendait ça aussi de son public parfois. Ouais. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on en parlait justement, et c'est beaucoup moins le cas à Lyon. Moi j'ai jamais ça à Lyon, les gens sont extrêmement silencieux et je suis toujours très très étonné. Bon après c'est peut-être je sais pas si ça tient aux salles dans lesquelles je vais en particulier, parce que j'essaie pas d'éviter en particulier trop de salles, donc je sais pas à quoi ça tient, mais il y a des salles qui sont extrêmement calmes et je suis même des fois étonné des fois je sors du film et je me dis putain mais en fait la salle elle était aux 3/4 pleine, j'ai rien entendu pendant tout le film, et donc ouais c'est vrai que c'est assez je trouve que c'est assez particulier aussi à certains cinémas de Paris, j'ai l'impression. C'est vrai que dans certains multiplex de Paris, c'est vraiment un problème, mais c'est quelque chose que j'ai vu aussi. Des gens s'en plaignent pas que à Paris. Mais c'est vrai qu'à Paris, particulièrement, il y a certains cinémas où c'est un vrai problème, quoi. Mais tu vois, même nous, on vient de Montélimar, j'ai entendu aussi que aller voir un film d'horreur au cinéma à Montélimar, si tu vas au 7-9, c'est compliqué aussi, quoi. Ouais. Et là, on parle de Montélimar, donc là, je pense que allez, on va dire, les 9/10 de nos éditeurs ne savent pas qu'est-ce que c'est le cinéma les 7-9 à Montélimar, mais c'est celui où on allait quand on était ado avec Charles. Et voilà. Et donc du coup ça va nous permettre, sans transition, de passer à la partie suivante, donc aux apports du mythe à la fiction créée pour le Conjuringverse. Du coup, sur le Conjuringverse. La Llorona, c'est un genre de démon au final dans ce film. Elle est coincée entre enfer et paradis. Ça, pour le coup, à cause du meurtre de ses enfants, on l'a dit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines versions de la légende. Pour le coup, ça, il n'y a pas trop de problème avec ça. Elle est, je sais pas si on peut dire qu'elle est damnée ou autre, mais en tout cas, elle est coincée entre deux états à cause d'une conséquence divine liée à ses actes. Moi, je trouve que, comme je te le disais tout à l'heure, comparé à ce qu'en font d'autres artistes, et sur d'autres supports notamment, qui tentent de réinventer la Llorona, le film de Michael Chavez, il fait très archaïque, il reprend pas forcément les symboles les plus forts, et il en fait avant tout un monstre de film d'horreur. Ah oui, non, mais c'était vraiment... tu sens que c'est le but, il se base uniquement sur la version croque-mitaine de la Llorona. Il se sert en fait du design du personnage qui est assez ancré, voilà, la femme en robe de mariée qui va noyer des enfants, l'image est assez forte, tu vois. Je pense qu'ils se servent que de ça et qu'à aucun moment ils veulent apporter une réflexion supplémentaire. On est vraiment juste, comme je disais tout à l'heure, dans une démarche purement foraine, purement de train fantôme, quoi. Il y a pas de... On cherche pas à faire une œuvre artistique avec la malédiction de la Dame Blanche. Non, mais ce qui est enfin, de la Dame Blanche. Ah oui, alors la traduction, je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai été un peu dur avec eux. Il est vrai que la Dame Blanche et la Llorona, ça n'a rien à voir. Donc ils ont fait ça pour que ce soit plus lisible chez nous, puisque autant aux États-Unis, la Llorona, bon, la communauté latino voit ce que c'est. Et bon, globalement, dans l'imaginaire collectif, on voit à peu près ce que c'est. Même si j'ai vu des journalistes américains, la première question qu'ils posaient au réalisateur, c'est comment on prononce le nom de votre film ? Parce qu'il y en a quand même qui galèrent, voilà. Donc, mais bon, c'est la Llorona ou Llorona si vous prononcez un peu moins bien, mais voilà. Bon, j'ai fait espagnol LV2 et j'en ai des souvenirs très lointains. Et quel talent. Donc désolé, j'ai dû écorcher énormément de fois le nom de la Llorona dans ce podcast, mais j'en suis désolé. Mais en tout cas, c'est pas très très compliqué à dire non plus à la base. Mais bon, en tout cas, nous en France, on connaît pas la Llorona. Donc ce n'est pas du tout la nôtre. Mais à leur décharge, à la décharge des producteurs, chez nous on a tendance à appeler Dame Blanche un petit peu tout et n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que pour nous la Dame Blanche c'est l'autostoppeuse fantôme, c'est le fantôme qui est dans un château, c'est aussi Bloody Mary aussi. C'est une femme. Moi la première fois que j'ai entendu l'histoire de Bloody Mary, il fallait pas prononcer Bloody Mary 3 fois devant le miroir, il fallait prononcer Dame Blanche 3 fois devant le miroir. Donc si tu veux, j'ai l'impression que chez nous, à peu près tout ce qui est un fantôme féminin
Ouais, c'est une dame blanche. Ça se rapproche de la Dame Blanche. Donc quelque part, c'est cohérent. En plus, elle est habillée en blanc. Mais bon, c'est vrai que moi, toutes les personnes à qui j'en ai parlé avant qu'elles voient le film, elles pensaient qu'elles allaient se retrouver avec une autostoppeuse. Alors que pas du tout. Oui, en effet. Et qui se Non, disaient, alors c'est oui, en bizarre, effet. sur les affiches, elle ressemble pas à une autostoppeuse. Pourquoi elle est en robe de mariée? Voilà. Ouais, et du coup, voilà, une femme qui est empreinte ou qui est soumise à une tradition catholique extrêmement forte, qui du coup, dans ce cas-là, n'est pas du tout questionnée. Alors qu'il y a aussi un rapport, par exemple, à la pauvreté dans la légende de la Llorona, aux classes sociales mexicaines, parce qu'elle est parfois décrite comme une femme pauvre. Là, il n'y a même pas de rapport à l'identité mexicaine, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça se passe à Los Angeles et il y a forcément une communauté latine à cet endroit-là et on entend parler espagnol à quelques moments du film. Mais on n'a pas l'impression que ça ait une emprise vraiment très très forte. Donc moi, ce que je lui reproche, c'est du coup d'être une figure qui normalement peut être politique et très politisée et que c'est un aspect qui disparaît complètement du film, qui se contente d'une histoire résumée à quelques traits horrifiques et quelques traits esthétiques, puisqu'au final ce qui reste c'est l'eau, la peur vraiment de l'eau et la noyade qui doit normalement être le sort des enfants. Oh, mais c'est ça, c'est une coquille vide, c'est exactement ça. Ouais. Mais alors Il y que a- par exemple, là où ce que je trouve dommage, c'est que Hereditary par exemple s'appuie sur un folklore particulier, une science occulte, autour du démon Paimon, voilà, mais il en dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a un propos en dehors de ça. Il a des procédés qui sont intéressants et il a un propos autour de ça. Et voilà quoi, c'est pas. Enfin, c'est. Pas l'exorcisme, j'allais dire l'exorcisme, c'est pas un exorcisme, mais la part mythique n'est pas vide. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, juste une figure esthétique qu'on va essayer d'utiliser à un moment donné pour créer 2-3 effets sympas. Donc là, ouais, le film, je trouve qu'il s'empare assez maladroitement et très basiquement. De la Surtout, mythologie elle de la s'éloigne Llorona. des légendes d'origine. Hein, parce que Ouais. on va préciser que dans les légendes plus anciennes, en tout cas avant que ça devienne vraiment un croque-mitaine à proprement parler, qui va enlever les enfants qui sont pas sages, en gros, elle en vole pas, hein, d'enfants. Elle se contente d'errer dans les rues en pleurant, et on dit que les personnes qui entendent ses pleurs seront maudits. Donc voilà. Mais elle n'enlève pas d'enfants. Et là, dans le film, en l'occurrence, la Llorona est vraiment devenue simplement une voleuse ou tueuse d'enfants. On sait pas trop, ça dépend des fois. On sait pas si elle les tue pour emporter leur âme avec eux. C'est pas très bien explicité dans le film. Mais en gros, c'est une voleuse d'enfants. Et des voleuses d'enfants, en fait, il en existe dans plein d'autres cultures, dans des récits très anciens. Ouais. Donc, on l'a dit tout à l'heure, sur l'île de Lesbos, il y a la voleuse d'enfants. Mais il y a aussi dans la mythologie C'est indonésienne. en Grèce. En Grèce, oui, tout à fait. Dans la Grèce antique. Et dans la mythologie indonésienne, on a aussi Veve Gombel, qui est la voleuse d'enfants, qui là est un folklore qui se rapproche un petit peu, hein, parce que c'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Son mari la trompe, elle le tue et elle se suicide. Et elle revient ensuite sous la forme d'un esprit vengeur qui va emporter des enfants pour en fait se créer la famille qu'elle n'a jamais pu avoir. Donc ça, D'accord. c'est dans la mythologie indonésienne. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une reco. Si vous voulez voir ce démon à l'écran, on le voit dans le premier épisode de la série Folklore, la série de HBO Asie, qui est vachement bien d'ailleurs. C'est une série qui est sortie, je crois, Halloween 2018, il me semble. C'est une série qui est plutôt bien faite. En fait, c'est à chaque fois, vous avez un épisode, c'est limite un court-métrage, mais non, parce que ça durée d'un épisode, donc c'est 50 minutes, 1 heure, quoi. Mais c'est un film à chaque fois, voilà, qui est fait par un réalisateur différent, d'un film d'Asie différent, sur une mythologie de son pays. Donc vous avez notamment un épisode sur le Japon, sur la mémoire des tatamis. Plutôt intéressant, qui part un peu dans le grand guignol au bout d'un moment, mais qui est plutôt intéressant. Et donc cet épisode sur Veve Gombel qui est très réussi, c'est le premier de la saison, et vraiment il nous met directement dedans, quoi. Donc j'avais beaucoup aimé celui-là, donc je le conseille. Toujours sur la thématique voleuse/tueuse d'enfants. Des choses à rajouter sur cette partie ? Bien écoute, non, je crois qu'on a bien fait le tour, parce que malheureusement il n'y avait pas énormément de rapport entre le folklore et le film, voilà. à part le design global, voilà, de la créature, quoi. C'est ça. Et son nom. Et son nom. C'est vaguement expliqué à un moment d'ailleurs, hein, dans le film. Il y a le pleureuse, père qui à l'église qui explique en gros ce que c'est la Llorona, mais vraiment, c'est limite les 3 premières lignes de la fiche Wikipédia, et puis voilà. Ouais, exactement. ça c'est fait. Et d'ailleurs, ce père, c'est dangereux, et débrouillez-vous. Ce même père qui fait le lien avec le Conjuring Conjuringverse, puisque, comme je disais tout à l'heure,
The Curse of La Llorona est le 6e film du Conjuringverse. Si je le place dans l'ordre chronologique, il trouve sa place, donc ça se passe en 1973, donc 3 ans après Annabelle, 2 ans après Conjuring 1 et 3 ans avant Conjuring 2 qui se déroule en 1976. Et on retrouve de ce fait, et on a beaucoup de films du Conjuringverse qui se déroulent dans les années 70, on retrouve de ce fait l'acteur que l'on voit également dans Annabelle, qui joue le prêtre, qui est joué par Tony Amendola, qui pour le coup lui a une carrière assez fournie derrière lui. Et qui fait vraiment le job dans les films, je trouve. Et qui fait bien le job, hein, c'est vrai, dans les films, et qui renvoie du coup Anna vers le prêtre marginal qui va être joué par Raymond Cruz et qui va l'aider dans sa quête pour sauver ses enfants. Donc c'est un acteur en commun, et c'est aussi une référence. Oui, complètement, j'ai cru qu'on allait les voir à un moment. Vas-y. ouais, en fait, le père Renz, donc quand il fait tout son speech sur comment est-ce que vous pouvez vous en sortir face à la Llorona, avant de leur conseiller le prêtre qui est joué par Raymond Cruz, il leur dit j'ai un couple d'experts du paranormal, qui est habitué à ce genre de situation, un démonologue et une médium, et là tu vois tout de suite les Warren, tu dis voilà, forcément, est-ce qu'on va voir les Warren dans le film ? Et en fait non, le père Renz il continue d'y faire indirectement référence en les décrivant, mais sans jamais prononcer les mots Warren. Mais on a tout de suite compris de qui il voulait parler, ce qui est un peu ridicule parce qu'en fait il y a carrément un extrait d'Annabelle qui est incrusté dans le film. C'est-à-dire que le père Renz à un moment il dit qu'il a commencé à croire au paranormal depuis qu'il lui arrivait quelque chose. Les événements de Annabelle 1. Et là, au cas où le public n'ait pas compris, on te met un extrait d'Annabelle. Oui, c'est on va comprendre que la poupée à laquelle il fait référence, c'est Annabelle. Donc voilà. Et là, je me suis dit, quand il fait référence à un couple d'enquêteurs du paranormal juste après, on va avoir un stock, une image des Warren de Conjuring 1 qui va apparaître. Et non, il l'a pas fait. Mais on a tous compris que c'était ça. Et visiblement, ils étaient trop occupés pour s'occuper d'elle. Enfin, il y avait trop de temps pour les contacter. Du coup, il les a aiguillés vers Raymond Cruz. Et Annabelle qui apparaît d'une autre manière dans le film, puisque la petite, la fille de Anna Garcia, va avoir à un moment donné une petite poupée de chiffon qui est la Annabelle originale en fait. Ouais, c'est la vraie une poupée, Annabelle. La Raggedy Ann, comme on l'avait dit dans notre tout premier épisode d'Inspiré Réel, puisque oui, hein, la Annabelle de l'histoire, on va dire vraie avec des gros guillemets, ne ressemblait absolument pas à cette poupée de porcelaine ultra flippante qu'on voit dans les films. C'était une poupée de chiffon, qui ressemblait plus à un genre de fibre d'acier en chiffon. Donc, et là, on la retrouve dans le film. Effectivement, la gamine a une poupée Raggedy Ann. Je trouve le clin d'œil était assez appuyé. On la voit plusieurs fois dans le film en plus. Et c'est à peu près tout. Là, dans les faits, on a un peu l'impression qu'ils essaient de faire rentrer les films en fait, au forceps, dans un univers un peu partagé, mais que c'est finalement assez ténu. Ça aurait pu être un film qui n'a rien à voir. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une volonté de s'éloigner un petit peu des tics de réalisation de James Wan, que tu retrouves dans Insidious et dans les Conjuring, mais en fait on les retrouve quand même, mais déformés. C'est-à-dire que j'avais noté quelques patterns communs quand on l'a vu. Tu vois, t'as la séquence d'introduction où on te montre la maison en faux plan séquence, qui est un truc que tu retrouves dans quasiment tous les films du Conjuring. Je m'en souviens, dans le premier. Sauf que là, elle est faite de manière plus rapide. D'habitude, on a un petit peu l'impression de flotter dans la maison et de se balader un petit peu comme un esprit. Là, c'est beaucoup plus rapide, avec une musique assez rythmée, et on sent qu'il met cette séquence-là parce que c'est dans le cahier des charges. Mais qui veut se détacher volontairement un petit peu du modèle aérien de début de film où tu voles dans la maison, tout ça. Et il prend aussi le contre-pied de James Wan sur un autre truc, tu le disais très justement tout à l'heure, dans les scènes qui se passent à l'intérieur de la maison. D'habitude, dans un film de James Wan, on a la caméra qui a un très grand angle et qui te permet d'avoir l'action qui peut arriver de n'importe quel côté. En fait, on a des portes dans le champ, on a des ouvertures de manière à ce que le danger puisse arriver d'un peu n'importe où. Là, à chaque fois qu'il y a une scène comme ça dans la maison, la caméra ne laisse jamais plusieurs ouvertures dans le champ. Elle se concentre toujours sur le personnage principal et toujours sur une seule ligne de fuite, histoire que le danger ne puisse venir que d'un seul endroit. Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux autres films du Conjuringverse. Mais ça se ressent quand tu le vois, qu'il a volontairement voulu prendre le contre-pied. Donc c'est quand même une référence à l'univers, en disant voilà, ça c'est l'univers, moi j'essaye de le tordre un peu, mais bon, je le fais quand même. Voilà. D'ailleurs, en parallèle, je me disais, il y a aussi quelques scènes qui sont très tournées à hauteur d'enfant. Et ça, pour le coup, c'était pas mal vu. C'était quelque chose qui pouvait fonctionner un petit peu. Sinon, Michael Chavez a donné une interview au site américain GameSpot
il y a une scène coupée au montage qui aurait dû faire le lien de manière plus claire avec le Conjuringverse. Anna donnait en fait le collier de la Llorona, donc qui lui est arraché à la fin du film, au prêtre Raphaël, donc Raymond Cruz, qui suggérait de l'envoyer où ça, en lieu sûr, chez les Warren. Mais apparemment, selon eux, la scène alourdissait un peu trop le lien, selon le réalisateur. Ça aurait pu faire une bonne scène de post-générique, je trouve. Post-générique, complètement. Et puis ça aurait donné une utilité réelle à Scully, parce que Scully, il sert pas à grand-chose dans le qui film. sert à rien au final, ouais, c'est vrai. On voit juste la gamine le donner à la Llorona à un moment vite fait, et elle devient moins maléfique. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2-3 trucs comme ça qu'on n'a pas développé, mais parce qu'il y avait aussi rien à dire. Hein. Le collier, en l'occurrence, oui, pourquoi ? Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un objet qui concentre des forces, qui est symbolique, mais voilà, quoi. Ça va vraiment pas au-delà de ça, en fait. Parce qu'on nous le tease dans la scène d'ouverture, parce qu'il est dans la scène d'ouverture. On le revoit plusieurs fois dans le film, et en fait, et c'est là que je trouve qu'il y a un problème d'écriture aussi, c'est qu'on ne comprend pas... à quoi il sert finalement exactement ce collier, quelle est sa portée symbolique, quelle est son importance, on nous le dit pas. Il se trouve que dans le court-métrage The Maiden, le démon qui est dans la maison est relié à ce collier, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont ce collier qui vont être susceptibles de se faire emporter par le démon. Là en l'occurrence c'est pas du tout montré comme ça dans le film, dans La Malédiction de la Dame Blanche. Donc on ne saura pas trop à quoi il sert. En fait, je pense qu'il y avait je pense qu'il y a dû y avoir plusieurs scènes coupées et qu'en fait ce collier devait avoir une importance dans une ligne, mais qu'en fait on l'a pas. Certains arcs qui n'aboutissent pas, enfin notamment en particulier une règle qui est établie, comme on disait, et qui est absolument pas suivie par la suite. Je pense qu'en effet au montage ça a dû être, il y a 2-3 trucs qui ont dû être charcutés pour pas que le film soit trop long, et malheureusement il y a pas mal de choses qui perdent en cohérence. Exactement. On peut conclure peut-être. J'avais juste un dernier truc à dire sur Michael Chavez. James Wan a donné une interview dans laquelle il parlait du travail de Michael Chavez. Il disait qu'il était impressionné par le travail de ce jeune réalisateur. Et il disait également qu'il avait apporté un vrai courant d'air frais dans la série, je le cite, c'est lui qui dit ça. Et effectivement, c'est vrai que je pense qu'il a dû apprécier le fait qu'il essaye de tordre un petit peu ses codes habituels. Ouais. Mais voilà, et lui, il est très très confiant pour le travail de Michael Chavez sur Conjuring 3. Il va pas dire le contraire. Parle, Ouais, voilà, c'est ça. James Wan, c'est le boss du Conjuringverse et voilà quoi, il gère maintenant. Parce que le premier Conjuring avait fait une sacrée entrée au box-office. Il avait rapporté beaucoup d'argent comparé à ce qu'il avait coûté. Je pense qu'ils se sont pas mal basés là-dessus pour se dire on va construire un univers. Après là, c'est honnêtement, c'est pas non plus une tannée d'aller voir ces films parce que ça peut être rigolo à certains moments, mais je t'avoue que c'est pas malheureusement, c'est pas un univers qui me passionne énormément en dehors de quelques scènes plus ou moins marquantes. C'est vrai que pour la suite du Conjuring Universe, ça donne pas trop envie quand tu vois les futurs projets. Tu vois Annabelle 3 réalisé par ce bon Gary Doberman qui va sûrement être une purge. Et Conjuring 3, j'ai un peu envie de croire. Dans lequel on peut placer un petit peu plus d'espoir parce que c'est un peu le centre du truc. Surtout comparé à Annabelle 3, j'ai envie de dire. Ouais. Mais voilà, je pense pas que le reste puisse être bien. En fait, ça va vraiment être le moment déterminant pour le Conjuringverse Conjuring 3. C'est est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer ou pas ? Est-ce qu'ils vont nous créer des nouveaux monstres marquants ? Parce que, mine de rien, s'ils ont fait un film sur la nonne, c'est qu'ils ont eu ce monstre marquant dans le 2. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est pas un problème de monstre marquant, c'est juste un problème de à qui on attribue ces projets-là et essayer de construire en fait vraiment des univers indépendants dans chaque film, plutôt que de faire des trains fantômes, quoi. Pour moi, c'est plutôt ça, parce que des monstres, en fait, ils sont pas mauvais pour créer... Visuellement, il y a des trucs qui fonctionnent. La scène de la nonne dans Conjuring 2, elle est super. Il y a plein de trucs que moi j'aime beaucoup dans Conjuring, dans le premier. Les 15 premières minutes d'Annabelle, et même la poupée Annabelle en elle-même, elle peut être effrayante. C'est pas de la construction visuelle comme ça qui leur manque, c'est vraiment de savoir construire un univers, construire une ambiance et faire monter une tension sans couper chaque scène avec des jumpscares aussi relous les uns que les autres. Donc voilà, pour moi c'était un film avec vraiment très peu d'aspérité, qui remplit son cahier des charges à coup de jumpscares donc, et qui se contente vraiment du strict minimum mais à tous les niveaux.
une petite déception, mais qui nous aura au moins permis de parler de la Llorona, de qu'est-ce que c'est ça. que la vraie. Ouais, non, c'est vrai. En l'occurrence, ça m'a donné envie par contre de quelque chose. C'est qu'en faisant les recherches, je me suis rendu compte que oui, il y avait vraiment plusieurs films sud-américains qui avaient été réalisés depuis 1930 jusqu'à, je crois, 2004, le dernier. Des films sud-américains qui traitent de la Llorona. Il y en a eu 5 ou 6. Et pour le coup, ça m'a donné envie de voir cela, en l'occurrence, en faisant ces quelques recherches. Donc je me dis, bon bah voilà, c'est pas ça de perdu. Peut-être découvrir quelques bons films. Et si vous qui nous écoutez, vous avez regardé La Malédiction de la Dame Blanche et que vous n'avez pas passé un super moment, bah voilà, au moins vous savez que le personnage est beaucoup plus profond que ce qu'on vous a montré à l'écran. Ouais, et plus Et on intéressant. espère que cette émission-là vous aura donné envie de le découvrir un petit peu plus, parce qu'il mérite. C'est vraiment un personnage qui est intéressant. C'est dommage que le film laisse tomber toute sa dimension folklorique, toute sa dimension allégorique aussi de la disparition des racines du Mexique. Voilà, et sa dimension féministe aussi dans les versions plus modernes. Donc c'est un petit peu dommage que tout ça ne se retrouve pas dans le film. Donc voilà, mais il y a plein d'autres choses pour le découvrir. Et oui, et cet épisode du coup touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout pour cette reprise de saison d'Inspiré de faits réels. Premier épisode, on peut dire saison 2 du coup. Hein. Ah oui, là on est peut clairement dire, dans la saison 2. on peut Nouveau dire générique, saison 2, hein. nouveau logo, Nouveau générique, nouveau logo, ouais. nouvelles règles. Parce qu'on parle de D'ailleurs, folklore ouais, maintenant. on peut remercier nos graphistes Sax et Raccoon qui sont là, qui ont bien compris ce qu'on leur demandait et qui nous ont fait des très très beaux visuels. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Charles et Mathias, sur Twitter @IFRpodcast. Vous pouvez aussi nous laisser des avis sur iTunes, ça aide à notre référencement. Du coup, on se dit au mois prochain pour un nouvel épisode d'Inspiré de faits réels. Ouais, et en attendant, vous pouvez aussi nous retrouver en librairie, ne l'oublions pas. Et en librairie, exactement. Car Voilà, nous j'ai avons failli sorti, oublier le bouquin. Je si suis un jamais mauvais vous ne l'avez commercial. pas vu, ou ne l'avez pas acheté encore, allez, précipitez-vous chez votre libraire. On Et a oui. sorti le livre du Bureau des Mystères, qui est sorti le Exactement. 17 avril. Donc voilà, 30 histoires étranges et effrayantes. Donc si ça vous intéresse, c'est aussi en librairie. Voilà, nous on vous dit Aux à la éditions prochaine. Flammarion. Oui, aux éditions Flammarion, tout à fait. Bon, et ben à très bientôt. Nous, on va vous faire de gros bisous. À la prochaine. Gros bisous, ouais, et d'ici là, ne vous baladez pas trop près des rivières.